Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça commence comme d'habitude sur des chapeaux de roue entre le départ de Benoît et l'arrivée de moi-même. Bonjour Cybèle Olivier, comment vas-tu? Ben ça va. Hey, je sais pas si vous étiez à l'écoute dans les dernières secondes, mais Sophie m'a demandé de la noter sur sa blague. Et Vincent de Montréal te dit 10 sur 10. Bon, ben c'est ça, je faisais une blague parce que Benoît m'a demandé ce que je voulais pour la fête des mères, parce que je célèbre pas, moi, la fête des mères, personnellement. Et là, j'ai dit que je voulais un massage avec un vrai masseur et non pas avec ma sœur. Et là, ben toi, tu m'as donné une note de 2 sur 10. On va s'en souvenir. C'est Benoît répondre à ma place, en fait. Donc, j'ai rien dit techniquement. Et c'est qui trouve que j'ai un excellent? Vincent de Montréal, 10 sur 10. Ben je pense que c'est mon frère. qui trouve très drôle les blagues que je fais sur ma sœur. J'ai un frère qui s'appelle Vincent. Ben ça doit. On le salue, mais c'est peut-être pas pour ça. Et donc, c'est ça, je disais à Benoît que moi, personnellement, j'aime pas la fête des mères parce que j'aime pas les choses organisées. J'aime pas que la société dise telle journée, vous devez faire telle affaire. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, faut que vous disiez à la personne que vous aimez, que vous l'aimez. Faut y acheter des fleurs, faut y acheter des chocolats, faut l'amener au restaurant, alors qu'on peut le faire 365 jours par année. Pour moi, la fête des mères, c'est la même chose, mais je fais quelques exceptions. Parce qu'il y a des histoires de relations d'une mère avec ses enfants qui me touchent particulièrement. Alors là, je vais demander à notre collègue Jean-Philippe de montrer à l'écran une photo que j'ai prise et que j'ai partagée sur mes médias sociaux. C'était le 4 mars. Je racontais que j'étais allée une semaine avant à l'Olympia pour assister à un spectacle d'Éric Lapointe. Il célébrait le 30e anniversaire de son premier album. Et moi, j'étais au balcon à l'Olympia et j'étais assise juste derrière la mère d'Éric Lapointe. Et là, j'ai pris cette photo-là où on a l'impression que les projecteurs qui sont en fait destinés à Éric Lapointe, que les projecteurs ont fait exprès d'être pointés sur Doris. Et Doris, elle est debout au balcon, au premier rang du balcon. Elle applaudit son fils. Et j'ai dit, c'est beau de voir ça. C'est beau de voir une mère qui est la première fan de son enfant. Et j'ai écrit, moi, j'aurais aimé ça que ma mère soit une Doris dans ma vie. Puis cette journée-là, j'ai eu l'idée, la prochaine fête des mères, je vais inviter Doris et Éric Lapointe à venir en studio. Ben, ils sont là, ils ont accepté mon invitation, ils ont embarqué dans le concept. Doris, bonjour. 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 Êtes-vous nerveuse un petit peu, Doris? Un peu. Un petit peu? C'est pas grave, vous le savez que je fais pas mal. Non, ça, je suis certaine. Oui. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui, Doris. Je vais d'abord présenter votre fils, qui est à ma gauche. Bonjour, Éric Lapointe. Salut. Ça va? Comment ça va? Moi, ça va très bien. Est-ce que c'est la première fois que tu donnes une entrevue conjointe avec ta maman? Oui. Oui? Oui. Pourquoi t'as accepté? Ben, j'ai accepté, je savais d'emblée que ma mère t'aimait beaucoup. Puis, suite à tes propos aussi, elle était super touchée de ce que tu avais écrit. Puis, j'ai demandé, premièrement, je pense que ça l'énervait un peu. Mais, c'est une façon de faire plaisir, dans le fond. C'est une façon de lui offrir un cadeau de la fête des mères qui coûte pas trop cher. Ouais, écoute, c'est sûr, comme tu disais, c'est la fête des mères à l'année. Ouais. C'est un beau prétexte pour y envoyer des fleurs. Ouais. Mais ça m'arrive d'y en envoyer comme ça plusieurs fois dans l'année. Est-ce que c'est vrai, Doris, que Éric, à tout bout de champ, sans que ce soit la fête des mères, vous envoie des fleurs? Oui, c'est vrai. Puis c'est juste rapprocher votre micro, Doris. Voilà. C'est vrai. Lorsqu'il vient à la maison aussi, souvent, il m'en apporte. Même une fois, il en emmenait 2. Je comprenais pas. Ça a l'air que je le mérite en double. Je sais pas. Il est arrivé chez vous avec 2 bouquets de fleurs. 2 bouquets de fleurs, ouais. Je trouve ça très drôle. Pour quelle raison? Ça me tentait de t'en donner 2. Non, il fait ça souvent.
Alors, Ouais. quand j'étais allée vous voir en spectacle, voir Éric en spectacle et que j'étais installée au balcon derrière vous, c'était absolument fascinant de rire de voir ça parce que, tu sais, il y a des moments où tout le monde dans le public était debout pour applaudir Éric ou pour chanter ses textes par cœur, mais vous, c'était pas une chanson sur deux, une parole sur deux. Vous êtes debout quasiment tout le temps. Vous connaissez évidemment toutes les paroles par cœur, tous les punchs, Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la plus grande fan d'Éric? Je suis pas la plus grande, je suis pas loin. Non, il y a beaucoup de fans, là, mais je pense que je suis pas mal l'une de ses plus grandes fans. Pourtant, vous êtes pas grande. Vous mesurez combien, Doris? 4 et 11. 4 et 11. Mais à 4 et 11, on peut des fois être la plus grande fan de notre enfant. Oui, ça, c'est sûr. Quand vous donnez des entrevues, vous avez donné évidemment à plusieurs reprises des entrevues à propos d'Éric, et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est que au début, quand il a commencé, bon, il y a eu une guitare très jeune qu'il avait acheté, je pense, dans un catalogue ou je sais pas trop Mon quoi. père, lui, avait... C'est ça. Mais qu'au début, vous trouviez que bon, c'était le fun, il gratte la guitare puis tout ça, mais quand il a annoncé qu'il voulait devenir chanteur puis vraiment en musicien puis faire sa carrière là-dedans, vous avez utilisé le mot perplexe. Vous avez dit que vous étiez perplexe. Pourquoi? Bien, c'est sûr que pour moi, c'était pas un métier que tu pouvais gagner ta vie. Fait que moi, je disais, ben, va à l'université, trouve-toi une carrière, Une vraie job? une vraie job. Puis après ça, ben, tu pourras faire ça comme hobby, tu sais, parce que dans le temps, je connaissais pas vraiment le milieu artistique. Puis selon moi, là, il pouvait pas faire son chemin dans ça. C'était pas tellement au niveau de son talent, c'était plus la perception que j'avais là, du milieu artistique. Et à quel moment vous avez su que, ben, il avait bien fait de faire ça? Puis à quel moment vous avez su que sa carrière allait fonctionner puis que c'était parti là, en première position Okay. à 100 000 à l'heure? C'est certain que lorsqu'il a lancé son premier album, ben, je trouvais ça très bon, là. Puis la réception semblait bonne. Puis lorsqu'il a fait le festival à Montréal, là, les Francopholies, puis qu'il faisait sur une petite scène, mais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Je sais pas combien, là. Éric, là, c'est sûrement plus que moi. Trentaine de mille, hein. Fait que là, j'ai dit, ouais, pour moi, je me suis trompée. Puis au fil des années, ben, je me suis bien rendu compte qu'il pouvait gagner sa vie avec ça. Fait que c'était correct. Tu sais, nous autres, en tant que parents, c'est toujours une peur. Puis on se dit, on veut toujours le meilleur. Mais ça a confirmé que c'était un bon choix pour lui. Absolument. Éric, je le disais tout à l'heure, quand j'ai écrit sur ma page Facebook, j'aurais aimé ça, moi, avoir une Doris dans ma vie. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit parce que on n'a pas... Tu sais, ma mère, elle avait d'autres qualités, mais elle avait pas ça. Elle avait pas cette faculté de dire les mots « je suis fière de toi ». Moi, ça me peut personnellement beaucoup manquer. Toi, le fait que tu aies une mère qui t'appuie, qu'elle assiste à tes spectacles, qu'elle te défende bec et ongle, qu'est-ce que ça a fait dans la croissance de ta carrière ou la croissance de ta personnalité d'avoir une mère qui était fière de toi? Écoute, ma mère, c'est vraiment ma première fan, oui. Mais dès mon jeune âge, dans tout ce que j'ai entrepris, je pense que quand tous les sports que j'ai pratiqués quand je jouais au hockey, c'était à la première des estrades avec une cloche et un tourniquet. Hein? T'es sérieux? C'était... au hockey, j'étais un peu bagarreur. Elle savait que j'allais lancer les gants avant même que moi je l'ai décidé. Elle criait dans les estrades. Elle m'a toujours suivi. Elle a toujours été là. Puis évidemment, on a une super relation. C'est une complice de toujours. C'est ma confidente. J'ai toujours l'heure juste avec elle. Quand je débarque de scène, c'est la première à qui je vais demander parce que si il y avait un pli dans ma chemise où j'ai faussé, elle va te le dire. Elle va me le dire. Puis elle va trouver la façon de te le dire. Ouais, ben la façon, elle est assez directe, mais au moins, tu sais... Doris, porter du rose, mais... non, mais je m'y attends, puis aussi, quand j'écris une nouvelle chanson, c'est une des premières à qui je vais présenter la chanson. Puis je sais que je vais avoir son opinion. Ça veut pas dire que je vais être d'accord avec elle, mais en tout cas, je vais avoir une opinion franche et directe. Puis c'est le fun quand tu as dit tantôt, j'étais allé vous voir en spectacle en lui parlant parce que
est tellement là depuis le début, puis toujours là. Que C'est un lapsus, oui. Mais des fois, elle me dit, on joue cette semaine. Elle te dit ça. On joue cette semaine. On joue. Donc, elle fait partie de l'équipe. Depuis mes débuts, même comme à un moment donné, là, je me fais dire que, ça c'était à mes débuts, que ma mère attendait en ligne, dehors, à moins 20, avec les fans, pour pas passer en avant du monde pour rentrer dans la salle. Donc, elle gelait toute l'après-midi pour avoir une bonne place. T'sais. Là, il a fallu que j'explique, maman, si t'étais pas là, il n'y en aurait pas de choses. Fait que tu peux arriver juste à l'heure de l'ouverture des portes, puis aller t'asseoir à une place réservée. Puis là, elle me disait, je suis gêné de passer devant le monde. Je dis, ben là, écoute. C'est tellement touchant. Ah oui, j'aimais pas ça. Doris. Puis même encore, j'aime pas ça. C'est drôle. Donc, vous voulez pas le traitement VIP. Vous voulez pas qu'on vous traite différemment des autres fans. Non, mais c'est sûr que c'est bien agréable. Ben là. oui, quand même. Mais les fans, ils comprennent ça parce qu'ils me saluent tout le temps quand je passe en avant et tout ça. Mais j'étais pas à l'aise de passer en avant. Non. Mais ça, c'est très touchant parce qu'on le sait, évidemment, il y a des gens qui sont à tous les spectacles d'Éric, qui vont parcourir la province pour aller voir dans les différents spectacles. Donc, c'est sûr que eux vous connaissent. Oui. Vous les connaissez. Mais je peux en témoigner. J'ai pas vu 22 000 spectacles d'Éric, mais les quelques spectacles que j'ai vus, les gens ont beaucoup de respect pour vous. Les gens vous traitent. Oui. En plus, ils vous protègent des fois parce que quand ça commence à brasser, puis tout le monde commence à sauter partout, et ils protègent votre 4 pieds 11. Là. Ils sont très protecteurs avec vous. Protecteurs et protectrices parce qu'il y a beaucoup de femmes, évidemment. Oui. Très gentils. Oui. C'est quoi le plus beau cadeau de Fête des Mères que Éric pourrait vous faire? Ils viennent me voir. C'est à peu près ça que je demande. Parce que la dernière fois, quand tu as fait un spectacle acoustique, Éric, c'était absolument magnifique. J'en ai fait un hier à Magog, au Vieux-Clocher, puis ma mère était là. Puis, justement, quand j'ai chanté Maman, la foule ne me regardait pas pantoute, ils regardaient toute ma mère. C'était magnifique. C'était émouvant. Alors, donc, évidemment, la chanson Moment, moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, je ne savais pas. On va peut-être écouter un extrait de la chanson Moment, la version pas acoustique, la version qui brasse quand même un petit peu. Maman, laisse pas ton petit gars devenir une rockstar. Puis après, tu vas nous expliquer les origines de cette chanson-là. J'ai appris ça aujourd'hui, je le savais pas. On écoute ça. Maman, laisse pas ton petit gars devenir une rockstar. Tiens-le loin des guitares, des Harley, des beaux chars, loin des bouteilles de fort. Alors, j'ai appris aujourd'hui, peut-être que tu peux me taper sur les doigts, je le savais pas avant, que c'est à l'origine une chanson de Willie Nelson. Willie Nelson et Anne Jennings, oui, c'est une chanson country que j'adore depuis que je suis tout jeune. Don't let your baby grow up to be a cowboy. Puis un soir, je me suis amusé comme ça à traduire ça, puis j'ai remplacé le cowboy par la rockstar. Mais on sait que les cowboys, quand même, dans la tradition, c'est quand même des rockstars. Puis j'ai remplacé le pick-up par un char-sport, puis ainsi de suite. Mais écoute, je me suis amusé à faire cet exercice-là, puis plus j'avançais, puis je trouvais que le résultat était le fun, puis j'ai décidé de l'indiquer finalement. Puis la réception était super bonne, puis c'est d'autant plus plaisant, justement, des gens qui connaissaient pas cette chanson-là, qui était une chanson magnifique, la découvrent en français, mais en tout cas, à travers moi. Et elle est importante parce que en effet, ça dit quelque chose quand même. Le fait que tu l'aies adapté et que ça se soit adapté à ta réalité, ça dit quelque chose quand même sur les dangers et les périls aussi d'être une rockstar. Ben oui, écoute, il y a des downsides dans tout métier, les dangers de la popularité, la pression, puis Dieu sait que j'ai abusé du rock'n'roll en masse, puis que j'ai fait le tour. Donc oui, c'est une chanson c'est un texte qui me parle beaucoup, puis c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de le traduire, parce que c'est une chanson qui m'a toujours parlé.
Cybèle? Ben, ma question était pour vous, Doris, parce que Sophie m'en parlait un peu plus tôt, me disait à quel point vous étiez là tout le temps. Éric l'a dit un peu plus tôt aussi. Qu'est-ce que vous voulez pas manquer à être là si souvent? Le spectacle. Parce que même si c'est toujours le même spectacle, il y a toujours quelque chose de différent. Donc, il y a souvent des gens qui me disent ça, tu sais, pourquoi tu y vas à toutes? Non, pour moi, c'est un plaisir. Puis j'aime ça, malgré que depuis quelque temps, je vais un petit peu moins. Ah oui? Oui. Doris, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vieillis, je pense. Mais il y a aussi Mais les est-ce soirs. que t'es différent? Quand tu sais que Doris n'est pas dans la salle, est-ce que t'es différent? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque ou tu te lâches plus lousse, moins lousse? Non, pas nécessairement, mais je suis toujours content quand elle est là. Puis souvent, je mentionne sa présence. Puis Il me en tout cherche. cas, j'ai ma référence. Il vous cherche dans la salle. Peut-être je fais un peu plus attention à ce que je dis aussi. Peut-être. Non, mais elle est toujours là. Il y a certains soirs, parce que, tu sais, il y a Hugo qui est musicien aussi. Ben oui, mon ton frère, Hugo Lapointe, qu'on salue, Il y a bien oui. des soirs où elle est divisée, on joue le même soir, parce que c'est pas lequel aller voir, tu sais. Puis là, même mon frère, à un moment donné, dans un de ses shows, il a jeté un froid dans la foule en disant ma mère nous a quittés aujourd'hui, puis là, la foule, il y a eu un silence de mort. Il est parti voir Éric. C'est très drôle. Mais ce à quoi je faisais référence, c'est que à ton spectacle acoustique, à un moment donné, t'as rendu hommage à ta mère. Ouais. Ben écoute, c'est le contexte du show acoustique, ben c'est un peu c'est le contexte idéal justement pour parler de ma vie, me dévoiler. Puis je voulais parler aussi de la création des chansons. Oui. Puis il y a une chanson, entre autres, qui s'appelle Le cœur au vif. Tu sais, quand on commence une chanson, on sait pas nécessairement où ça va nous mener. Puis on y va un peu à tâtons, puis on essaie d'exprimer des émotions qu'on s'explique mal. Puis plus je m'avançais dans la chanson, plus je m'apercevais que c'était à ma mère que je parlais. Puis je l'ai appelé dans la nuit pour y chanter la chanson. Fait que j'essaie de revenir à la version originale que j'ai chantée cette nuit-là, dans le show acoustique. Alors, c'est spécial parce que je me souvenais que c'était la chanson Le cœur à vif. Puis là, j'ai fait sortir les paroles de la chanson. Et là, j'essaie de voir dans la chanson, c'est où que c'est relié à ta mère. Et je pense que j'ai trouvé, tu dis, l'infirmière de service qui nous veut de l'affection. Et puis c'est une expression que tu as déjà utilisée aussi à propos de ta mère, comme quoi c'est l'infirmière de ton cœur ou l'infirmière de ton âme, quelque chose comme ça. Ma mère, c'est l'hôpital de l'âme. Mais dans ce contexte-là, l'infirmière de service, c'est la barmaid. Ouais. Mais ça vous dérange pas d'être comparé à une barmaid de Riz? Non, c'est parce que, tu sais, en écrivant la chanson, j'essayais, tu sais, bon, c'était une soirée de peine de cœur, puis j'essayais de mettre en situation, moi, avec un chum assis à un bar qui partage nos peines d'amour, nos peines d'amour réciproques, puis plus j'avançais dans la chanson, plus je me rendais compte que c'était à ma mère que je parlais, parce qu'évidemment, j'ai été témoin quand mon père est parti, puis tout ça, puis qu'à toutes les fois que je file pas, c'est elle, c'est elle ma confidente, c'est elle ma complice, puis je pense qu'à l'inverse aussi. Puis dans la version originale, j'avais tu sais, dans le dernier couplet, c'est T'en fais pas l'artiste, mais dans la version originale, c'était T'en fais pas Doris. La version originale que j'ai chantée. M'a flushé après. Oui, c'est ça, franchement. Donc, je reviens à l'original pour le show acoustique. Moi, je veux savoir, il nous reste quelques instants, Doris, évidemment, Éric est papa de 2 enfants, de 2 garçons. Quel genre de valeur, parce que vous avez élevé Éric d'une certaine façon, quel genre de valeur vous retrouvez dans la façon qu'a Éric de se comporter avec ces 2 gars? C'est sûr qu'il y a certaines valeurs que je suis pas tout à fait d'accord, mais il les laisse trop jouer avec leur cellulaire, il leur donne trop d'argent. Il y a peut-être ça, mais dans son temps, ça n'existait pas. Mais il y a quand même des bonnes valeurs qu'il leur donne. Mais des fois, je dis, tu devrais être un petit peu plus sévère avec ça. Je sais pas s'il suit mes conseils, mais en tout cas, moi, je dis ce que je pense. Mais c'est un autre temps aussi, hein. C'est plus 50 ans qui nous séparent de ça, là. Est-ce que c'est un bon papa?
Oh oui. Ouais. Très bon. Ta mère te dit que t'es pas assez sévère avec tes enfants? Non, je suis quand même relativement sévère avec mes enfants. C'est juste qu'elle s'en rend pas compte. Puis, mais la relation que j'ai avec mes boys, moi, c'est vraiment... On est vraiment une équipe. Puis je pense que j'ai pas besoin vraiment j'ai pas besoin de lever le ton. Tu sais. Je sais pas, ils savent à quoi s'en tenir, puis on parle beaucoup, on échange beaucoup, puis ils argumentent, puis j'aime ça qu'ils argumentent. Puis quand c'est le temps de leur dire « je t'ai pas demandé ton avis », ben là, c'est ça. Mais j'aime ça argumenter. J'aime ça les voir argumenter, puis essayer de débattre leur point, puis c'est le même qu'on avance, je pense. Alors, j'ai commencé le segment en disant que les mots les plus importants qu'un parent peut dire à son enfant, c'est « je suis fier de toi ». Le dis-tu à tes fils que tu es fier d'eux? Peut-être trop souvent. Trop souvent? Ah, je pense pas qu'on peut le dire trop, non, Éric. Je sais, mais oui, évidemment. Oui, évidemment. Puis quand c'est l'inverse aussi. Quand c'est l'inverse aussi. Doris, c'est quoi dans la carrière d'Éric qui vous rend le plus fier? Je dirais, sa réussite, c'est sûr. Sa persévérance. Il est très persévérant, puis il est perfectionniste. Donc, ça fait un beau résultat normalement, là. Perfectionniste, ça, là. Il a tout le temps été comme ça, puis il a gardé ça. Oui. Même très jeune, hein? Oui, très jeune. Il était perfectionniste dans tout ce qu'il faisait. S'il voulait pas le faire, c'était différent, là. Mais quand il faisait quelque chose, il a toujours été perfectionniste. Doris, merci beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, on devrait tous avoir une Doris dans notre vie, dans les estrades, en train de nous encourager dans les moments faciles et dans les moments moins faciles. Éric, merci beaucoup. Hey, t'es merci. En concert vraiment tout bientôt, demain soir. Demain soir à Joliette, c'est une supplémentaire. Là, on finit la tournée Jamais marche dans ma vie pour mieux recommencer une tournée qui va s'appeler 30 ans d'obsession où on part pour tout l'été. On fait le tour de tous les festivals, on fait toute la province. Tu fais même le festival de la poutine, j'ai vu ça. Ah, tu as mangé de poutine, j'haïs pas ça. J'essaie d'en manger moins, mais il y a... Ouais, la poutine, les Montgolfières, Gatineau, Saint-Jean, puis on fait le tour de la province, puis on commence par le 24, cette tournée-là, on commence le 24 au Capitole, après ça, l'Arena à Matane, l'Arena à Rivière-du-Loup, puis après ça, on embarque chez les festivals tout l'été, puis on revient à l'automne. Au mois de novembre, on revient avec une tournée acoustique encore pour clôturer la journée de l'année du 30e anniversaire de ma carrière, de ma jeune carrière, au Centre Vidéotron à Québec. Et je dois dire, si vous l'avez pas vu, le spectacle acoustique, c'est absolument magnifique parce qu'on redécouvre tes plus belles chansons avec un tout autre éclairage. C'est complètement d'autre chose. Complètement. On est ailleurs, mais avec ta même énergie, ta même fougue. Mais c'est comme une fougue tamisée par... puis les éclairages, tout est magnifique. Les musiciens qui t'accompagnent. Quand je monte sur une scène pour faire un show rock, c'est La Pointe qui monte sur scène. Acoustique, c'est Éric qui monte. Très bien dit. Puis justement, on va écouter un petit extrait de la chanson Le cœur au vif qu'on écoute maintenant différemment quand on sait que dans la version d'origine, c'était pas T'en fais pas l'artiste, mais c'était T'en fais pas Doris. Merci beaucoup. T'en fais pas Doris. Tu vois, ça s'est bien passé. Merci. Merci Doris. Merci Éric. Merci Sophie. Quand t'as le cœur au vif, ton ange s'est envolé. Le mien avait des griffes pour mieux me faire chanter. Pour mieux. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Hier, à l'émission, on parlait des couples qui se séparent et même des trouples qui se séparent. Si vous voulez écouter ça, vous pourrez retrouver l'entrevue que j'ai faite avec Maître Sylvie Schirm. Vous allez retrouver ça sur toutes les plateformes de Cube. Donc ça, c'était hier. Hier, on parlait des couples qui se séparent. Aujourd'hui, on va
parler des couples qui s'unissent. Donc, on va parler de mariage parce qu'évidemment, l'été, c'est la saison pour les mariages. Et justement, il y a une nouvelle plateforme québécoise pour le mariage. Je vais en profiter de l'occasion pour parler évidemment aux deux créatrices de cette plateforme, mais surtout, on va s'interroger sur c'est quoi les nouvelles tendances, les tendances de l'année en termes de mariage. Alors, les deux fondatrices du label Mariage, c'est Anne-Marie Barbeau-Pelletier. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Et Marie-Ève Pichette-Mire. Vous êtes devenues amies parce que vous avez tous les deux des noms de famille composés ou ça n'a rien à voir? C'est arrivé. Des prénoms. Et des prénoms composés, c'est vrai? C'est vrai, c'était très tendance à l'époque, mais là, on le voit de moins en moins. C'est très drôle, mais c'est la preuve aussi que la société a évolué parce que moi, à l'époque où mes parents se sont mariés, ma mère, elle est devenue Madame Gilles Durocher. Elle avait même pas de prénom, puis elle avait pas son nom de famille. Non, mais c'est épouvantable. Et donc, le fait que vous, maintenant, aujourd'hui, portiez le prénom le nom de famille de papa et maman, c'est aussi le signe d'une évolution. Donc, bravo à vous et à vos parents. Mais au-delà de vos noms de famille, pourquoi vous avez décidé de vous mettre ensemble, toutes les deux, pour créer Label Mariage? Ben, en fait, on a chacun nos entreprises respectives, moi et Marie. Moi, je possède l'occasion d'embellir, puis Marie, le plus beau jour, qui est planificatrice de mariage, et moi, je fais tout ce qui est design événementiel. Donc, quand on a vu qu'il y avait un problème un peu, on pourrait dire ça de même, un problème, une petite lacune, un manque d'informations pour les futurs mariés, on a décidé de unir nos forces, puis on était super complémentaires, fait que c'était tout naturel pour nous de s'unir pour créer Label Mariage, pour enfin donner voix à l'industrie du mariage, puis informer les futurs mariés. Alors, s'unir, c'est exactement ça qu'on fait, évidemment, quand on se marie. Donc, Label Mariage, juste nous expliquer brièvement, c'est quoi pour que tout le monde comprenne de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on trouve sur cette plateforme-là? En fait, Label Mariage, c'est une trilogie. Une trilogie parce qu'il y a 3 volets. On retrouve en premier un podcast qui s'adresse aux futurs mariés qui ont envie d'avoir des trucs, des conseils. Et nous, notre côté, nos invités dans le podcast, c'est des fournisseurs de l'industrie du mariage. Donc, la première saison, on reçoit des photographes. On a reçu quelqu'un du Manoir Richelieu aussi. Donc, c'est vraiment sous forme de discussion pour outiller les futurs mariés. Le deuxième volet, c'est directement sur notre site Internet, c'est la vitrine, Label Mariage. Donc, la vitrine, c'est un peu un répertoire où on va avoir tous les fournisseurs que je peux dire qui sont professionnels, qu'on a vraiment pris le temps d'analyser parce que la vitrine, c'est sous candidature. Donc, c'est pas n'importe qui peut s'y retrouver. D'accord. Donc, ça va donner un outil aux futurs mariés quand ils sont en tout début de processus. Bon, qui j'engage comme DJ, qui j'engage comme photographe? Eh bien, ça va leur permettre de dire, OK, ces fournisseurs-là, ils ont le sceau Label Mariage, donc c'est vraiment des gens qui sont professionnels. Et finalement, le troisième volet, c'est l'événement Label Mariage. Donc, c'est un événement qui est annuel, qui va se faire la première édition le 21 mars 2026 au Quai 30 à Québec, au terminal de croisière. Et c'est, en bon français, c'est un salon, mais on vient le revisiter. On vient emmener des zones immersives, des démonstrations en direct. On vise vraiment une expérience pour les futurs mariés. D'accord. Dans le temps, moi, quand j'étais jeune, évidemment, il y avait le salon de la mariée. Maintenant, mais non, mais je dis ça en riant parce que, tu sais, je veux dire, c'est comme s'il y avait juste la femme qui se mariait. Elle se marie avec qui? Avec un être qui n'existe pas. Alors que aujourd'hui, ben, les gars sont beaucoup plus impliqués. Est-ce que vous le remarquez? Est-ce que vraiment, il y a encore des cas où la mariée, décide tout et le conjoint ou la conjointe fait rien? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui laissent complètement leur conjoint ou leur conjointe tout décider? Vas-y. Ben, en fait, moi, oui, je le remarque quand même, oui. Mais c'est surtout des différents volets qu'on va voir là, bien souvent. Il y en a qui ont des petits... ils ont intérêt à choisir les cocktails au niveau du bar, tandis que d'autres vont dire, ça, c'est les gars. Je laisse carte blanche sur, je laisse carte blanche pour la décoration. C'est elle qui veut choisir ses fleurs, la coloration. Moi, ça m'importe peu. Fait que mais c'est toujours en discutant ensemble quand même.
puis en respectant bien entendu toujours le budget aussi des deux, là. Moi, je dirais de mon côté, parce que moi, j'apporte beaucoup plus en fait, mon travail, c'est de planifier un mariage. Oui. Souvent, au tout début, c'est la femme qui vient vers moi, qui me dit, là, je planifie mon mariage, j'ai besoin d'aide, mais mon chum, c'est pas trop ce que tu fais ou à quoi tu sers, parce que mon chum va penser que c'est super facile faire un mariage. Et boy! C'est ça. Donc là, moi, je rencontre le futur mari aussi, puis là, je lui explique un peu tout ce qu'on doit penser. C'est pas juste de je vais réserver mon photographe, mon DJ puis ma salle puis merci bonsoir, tout se fait. Donc je pense que l'homme va s'impliquer peut-être un peu plus tard dans le processus, et comme Anne-Marie l'a dit, j'ai des mariés qui vont qui viendront pas nécessairement en salle de monde parce qu'ils vont dire voici chérie, je te fais confiance, occupe-toi du décor, mais moi je vais m'occuper je sais pas moi de la playlist de musique parce que moi je veux vraiment me mettre plus dans l'ambiance. Donc mais en même temps, j'ai des couples qui sont vraiment investis les deux à 100% puis qui sont là. Fait que ça dépend vraiment de la dynamique dans le couple, je pense. Mais vous me parlez pas de la troisième option. La troisième option, c'est le gars, il dit à la fille, occupe-toi de tout. Et le jour du mariage, le gars, il critique en disant, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as choisi ça? Vous devez avoir ce modèle-là aussi? Non, ça arrive jamais. Plus maintenant. Non, plus maintenant. Non. J'adore. Les deux le disent en même temps. Alors, est-ce que c'est possible, en 2025, de faire un mariage sans déclarer faillite, sans être obligé de réhypothéquer la maison si on en a une? Autrement dit, est-ce qu'on peut se marier parce qu'on sait que tout a augmenté? Le coût de la nourriture a augmenté, tous les loyers, tout a augmenté. Est-ce que c'est possible de se marier en 2025 de façon pas trop chère? Absolument, c'est possible. Oui. C'est sûr que nous, dans notre travail, on s'ajuste vraiment à chaque budget. C'est certain qu'il faut pas penser que c'est sans frais puis que les fleurs, ça coûte rien, que la salle, le traiteur. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est plus papa-maman qui paye le mariage de la mariée ou du marié. C'est vraiment tout le monde qui paye pour soi. La seule chose, c'est que de plus en plus, les invités sont portés à être obligés de payer un certain frais pour avoir accès au mariage. Qui pour moi, je trouve ça quand même très logique dans un sens. Niveau nourriture, je te dis pas de englober les frais du décor, du DJ, de l'ambiance. Pour moi, ça, c'est le superflu. Par contre, le repas, le vin que tu vas boire en soirée, je me dis, moi, ma vision, c'est pas pire que de payer pour aller souper à la fête de ton ami au restaurant. Tu sais, quand on réserve un restaurant entre amis, on dit, on se réserve tel soir, on va souper à tel restaurant pour telle fête, tout le monde paye sa facture. C'est pas la fêtée qui paye la facture de tous les gens qui sont là pour sa fête. Fait que je le vois un petit peu dans cette logique-là également. Là. OK. Je suis tellement pas d'accord. Mais non, mais c'est parce que c'est comme tu fais un party, c'est comme si je t'invite à manger chez moi, parce que dans le fond, c'est dans une salle de réception, mais c'est comme si les gens nous recevaient chez eux. C'est comme si je recevais des gens chez moi et que je leur faisais payer un billet pour rentrer. Moi, personnellement, je trouve ça inacceptable. Mais vous me dites donc que c'est tendance et de vraiment de plus en plus de gens font ça. Je suis scandalisée. De mon côté, je le vois, je dirais 50% du temps. Dans le sens où oui! 50% Es-tu surprise, Cybèle? Excusez-moi, juste parce que, Cybèle, est-ce que tu es allée à beaucoup de mariages dans ta vie? Pas beaucoup, j'en ai eu deux en même temps, très rapprochés. Les deux fois, il y avait... il y a une fois, c'était une contribution volontaire, puis une autre fois, c'était un prix. Un prix fixe? Oui, un prix fixe. OK, je capote, les amis. J'arrive là, par contre, je paye un petit prix, mais c'était open bar. Ouais. Non, mais je veux dire, la fête avais est pour ton argent. Ah non, mais franchement, c'est tellement un beau moment. Il y a un photographe qui est payé pour être là. Je veux dire, t'as pas d'autres événements similaires à celui-là pour $100. Je veux dire, la même soirée au restaurant qui dure 3 heures comparé à ça, un événement d'une vie. Mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que dit Cybèle, mesdames, parce que je pensais pas du tout qu'on s'en allait là, mais c'est intéressant. C'est qu'elle dit, dans le fond, elle a payé $100, mais elle en a eu pour son argent. Donc, ça veut dire que le mariage n'est plus seulement un truc intime, une fête de l'amour qu'on partage avec d'autres. C'est comme un spectacle à la rigueur, un événement auquel on dit, ça vous tente de venir, vous devez payer. C'est spécial quand même. Et je le vois aussi, si je peux me permettre, les couples qui vont charger un montant d'argent, c'est peut-être les couples qui ont 40 ans et moins.
Et ceux qui vont ne pas offrir de montant, c'est surtout, je m'avance avec des chiffres, là, mais moi, de mon expérience avec mes mariés, c'est souvent, là, dès que les couples ont 40 ans et plus, là, ils vont dire non, j'ai pas de contribution monétaire, on absorbe, puis si on a des cadeaux, ben tant mieux, mais on se fie pas à ça. Fait que je dirais que ça va un petit peu avec la tranche d'âge de Intéressant. Mais, vous voyez, moi, je voulais vous recevoir parce que je vous trouve sympathique, puis j'aime beaucoup votre projet. Je pensais pas du tout qu'on irait là, et j'apprends vraiment quelque chose, et j'avoue que c'est vraiment une façon complètement différente de voir les choses, parce que moi, je me suis mariée avec Monsieur Martineau il y a 20... Coudonc, faut pas que je me trompe dans mes dates. D'un coup, Richard m'écoute. Pas 23? Il y a 23 ans. En fait, ça fait 23 ans qu'on est ensemble, mais 22 ans qu'on est mariés. Bon, bref. Et nous, on avait choisi la solution. On invite très peu de gens. Je pense qu'on était 40 personnes à mon mariage, mais on a tout payé. C'est sûr que si on avait décidé d'inviter 150 personnes, peut-être qu'on aurait demandé aux gens de payer En même temps, pour. ton cercle est peut-être aussi rétréci à ce moment-là dans ta vie où tu as la crème de la crème que t'invites. Sibelle, es-tu en train de dire j'ai pas d'amis? Es-tu en train de dire ça, toi, là? Je dis, mais j'avouerais que peut-être qu'en vieillissant, nos cercles se rétrécissent toujours un peu. On n'était pas si vieux que ça quand on s'est mariés, quand même. Ben, non, j'avais 35 ans, 37 ans. Bon. Mais c'est aussi que c'est un choix à un moment donné. Moi, je trouve qu'un mariage, c'est vraiment juste les gens proches. Tu sais, j'avais pas invité de gens avec qui je travaille. T'es en train de dire, j'ai pas d'amis. Je suis en train de la faire rire. Excusez-moi, on retourne à vous, Anne-Marie et Marie-Ève. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait vraiment une grosse préoccupation. Il fallait, tu sais, une préoccupation écologique. Tu sais, on trouvait que le mariage, c'était beaucoup de gaspillage. On prend des fleurs, après ça, elles sont pas utilisées. Il fallait vraiment que toute la nourriture, ce soit végane et machin. Est-ce que c'est une tendance qui existe encore aujourd'hui? Est-ce que cette préoccupation-là est encore là aujourd'hui? Je crois que oui, mais je crois que les actions que chaque fournisseur font naturellement, ça vient d'eux, en fait. Je pense aux fleuristes qui souvent vont travailler avec des fleurs locales. Ils vont avoir des jardins aussi personnalisés qui vont cueillir leurs fleurs à même leur propre jardin. Donc, dans les actions que les fournisseurs font, je pense à prendre exemple mon entreprise. Nous, on fait de la location. Donc, les gens, ils viennent louer le matériel, ils rapportent, on le nettoie, on le revalorise, puis après, on le réutilise. Donc, ça permet justement de faire attention et de diminuer l'impact et de diminuer l'impact écologique. Absolument. Parfait. Ben moi, juste pour vous dire à quel point, de toute façon, Cybèle, elle le sait, là, à quel point je suis près de mes sous. Moi, j'ai loué ma robe. Je me disais, voyons, qu'est-ce que c'est ça de dépenser des centaines de dollars une robe, je vais la porter une fois. C'est complètement niaiseux. Alors, mais non, mais niaiseux, les gens le font si ça leur fait plaisir, mais tu sais, tu la laisses dans ton garde-robe. De toute façon, 2 ans plus tard, t'es même plus capable de rentrer dedans parce que t'as pris du poids. Fait que c'est affaire. Alors, je l'avais loué. Mesdames, absolument passionnant. Je pense que ça va partir une discussion. Est-ce qu'il faut faire payer? Oui. Est-ce qu'il faut faire payer? Peux-tu que je t'en lise un ou deux rapidement? Ben, on va manquer de temps sinon pour Rémi Villemur. Alors, je veux vraiment saluer mes 2 invités. Anne-Marie Barbeau-Pelletier, Marie-Ève Pichette-Mire. Vous êtes toutes les 2 donc cofondatrices de Label Mariage. Ça a été passionnant comme discussion. Puis longue vie à votre entreprise commune. Merci beaucoup. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. Rémi, je suis estomaquée de voir que des jeunes veulent faire la grève pour leur cellulaire. Que donc c'est une drogue, cette affaire-là? Je pense que je vais t'estomaquer davantage parce que je m'apprête à prendre en partie la défense des jeunes. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. D'accord? J'ai été parler avec eux tantôt. J'ai fait du journalisme aujourd'hui. Je le dis souvent, je ne suis pas un journaliste, je suis un chroniqueur, mais je marchais. Tu fus sur le terrain. Oui. Et donc, j'ai rencontré des jeunes qui faisaient, la grève, en fait, c'était pas vraiment une grève, là. Ils sont pas allés à l'école aujourd'hui. Ça ressemblait plutôt à une sorte de tailgate, hein, tu sais, parce que, sont dehors.
Oui. Donc, ils criaient. Bon, j'ai vu aussi une caméra de journaliste s'approcher d'eux. Ils se sont amusés. Et justement, je pense qu'il est là le sujet. Ils se sont amusés. Ils ont 15 ans. Ce sont des adolescents. La jeunesse a toujours été insolente. Je pense qu'on n'a pas de leçon à lui donner. Ma jeunesse, ma génération a été insolente. La tienne l'a été. Tu connais cette fameuse phrase que tu as d'ailleurs publiée sur tes réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps parce que tu as retrouvé une photo de toi, je pense, très jeune. À 17 ans, oui. Oui, donc tu écrivais « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». C'est Rimbaud qui a écrit ça, un poète français, à 16 ans. Il a écrit ça en 1870. Donc, ben oui, parce qu'à 17 ans, il a arrêté sa job, puis là, il est parti faire du trafic d'armes en Afrique. Fait que vous pouvez bien dire on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, là, mais oui, continue. Non, c'est ça. Mais heureusement que la jeunesse est un peu insolente, un peu baveuse, un peu arrogante, parce que, tu sais, sinon la vie serait un petit peu plate. Écoute, petite confession, là, je viens toujours en studio faire ma chronique, tu le sais, tu dois te demander pourquoi je suis pas là aujourd'hui. Ben oui, parce que t'es fait en chocolat. Froid. Ben oui, il fait froid puis il pleut. Mais j'en revenais pas. Hugo m'a dit ça, puis je disais, voyons donc, c'est une blague. Là, tu me confirmes que c'est pas une blague. Finalement, t'es un petit lapin, toi aussi, Rémi Villemur. Non, mais cette information-là, qui est un mensonge, m'aide à mieux puncher dans la pratique. Non, mais les jeunes nous bouleversent, les jeunes nous secouent, les jeunes chialent, les jeunes contestent les règlements. Wow! Y a-tu quelqu'un qui a découvert ça aujourd'hui, là, ce matin? C'est quoi la nouvelle, là? Il n'y en a pas de nouvelle, là. Mais en même temps, je trouve que le fait de dire... C'est que si tu regardes, tu dis... Ta prémisse, c'est les jeunes sont contestataires, les jeunes sont insolents. Je suis évidemment entièrement d'accord avec toi. Il se trouve que j'en ai un à la maison. Bon, on le salue. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est que je vais même, mettons en 2012, j'étais pas d'accord avec les revendications des étudiants. Je trouve qu'ils se plaignaient la bouche pleine, mais il y avait quand même une certaine nobilité, une certaine noblesse plutôt dans leurs gestes. La cause, même si j'étais pas d'accord avec la cause, il y avait comme un appel à quelque chose de plus grand qu'eux. Quand tu refuses d'aller en classe parce que tu peux pas te séparer de ton cellulaire, je trouve qu'il n'y a pas grand noblesse là-dedans. À la rigueur, j'ai plus de respect pour Greta Thunberg qui dit descendez dans la rue pour défendre la planète. Oui, alors tu as totalement raison là-dessus. Merci. Moi, je voulais me porter à leur défense, même si je peux pas non plus les prendre immensément au sérieux. Ce ne sont pas des carrés rouges. Et d'ailleurs, je dirais ceci, à la différence des carrés rouges, quand on leur dit au carré rouge, vous pouvez plus manifester, il y a tout le monde trouve ça désagréable. Il y a des gens en 2012 qui disent, ouais, mais il me semble que c'est illégal, ça, que d'empêcher des manifestations, mais il y a personne qui a besoin d'aller manifester. Alors que les jeunes à qui on dit, il n'y en aura plus de téléphone cellulaire sur les terrains des écoles à compter de septembre, le malaise qu'ils expriment ce matin, que je n'oserais qualifier de banal et d'inédit, c'est la jeunesse, eh bien, c'est quand même un malaise qui est différent parce qu'ils sont dépendants à quelque chose. Moi, j'ai parlé avec eux tantôt, puis il y en a qui m'ont dit, mon cellulaire, mon choix. Alors, tu te dis, premièrement, quelle ignorance que de sortir un slogan comme ça. C'est un slogan qui appartient au mouvement féministe. Les féministes se battaient pour leur corps, pour le droit à l'avortement. Ils se disaient, mon corps, mon choix. Alors, tu sais, soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la provocation. J'entendais des jeunes me dire, tu l'as bien, toi, ton téléphone, toi, alors pourquoi moi, je devrais pas l'avoir? Donc, tu sais, ça aussi, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans. C'est une incompréhension du monde. Les jeunes ne sont pas des adultes, mais ça leur fait mal, Sophie. Ça leur fait mal. Ils sont dépendants. C'est comme l'héroïne, là. On leur dit, il n'y en aura plus d'héroïne dans les écoles. Oui, tout à fait. Et si en effet c'était des arguments style bon ben on va pas pouvoir rejoindre nos parents, c'est une question de sécurité. Non, ils le disent carrément, c'est une dépendance. Je pense d'ailleurs tu voulais nous faire écouter un petit extrait d'une vidéo d'un jeune qui a beaucoup circulé, qui a été virale. Les gens ont pu la regarder sur leur cellulaire. On l'écoute. On fait la grève. À partir de l'année prochaine, le gouvernement du Québec va nous obliger à appeler nos professeurs monsieur, madame. Ils rendent les téléphones illégaux à l'école. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça débile. Monsieur, madame, gouvernement, on a des problèmes beaucoup plus graves que le téléphone à l'école. Puis par on, je veux dire le Québec. Alors, élèves, le 9 mai 2025, on fait la grève. Montrons à monsieur le gouvernement qu'on est sérieux à propos de notre pays. Bon. Pour le monsieur, madame, là, jeune homme, tais-toi. Appelle les adultes monsieur et les madame. Ça, c'est la règle élémentaire. Tout le monde le fait. Là, il n'y a pas de discussion. Pour le reste,
je te dis, ils s'amusent. Ils vont pas s'amuser bien longtemps, tu vas voir, parce que c'est pas fondé sur un mouvement politique, sur une idéologie, sur des principes. Ils sont dépendants et on peut s'en remettre. On s'en remet de l'héroïne. Les anglophones disent cold turkey, hein. T'arrêtes d'un coup, ça fait mal, c'est dur. Un sevrage radical. Un sevrage, exactement. Très fort. Ouais. Alors, posons la question essentielle. Qui paye pour le de cellulaire? C'est quand ils disent « mon cellulaire, mon choix ». Ah oui? Veux-tu que je te montre la facture? Un iPhone, ils savent-tu combien ça coûte? C'est quoi, 800 $, 1000 $ un iPhone? L'abonnement, je le sais parce que c'est moi qui reçois la motadine de facture tous les mois. Fait que si ces jeunes-là se trouvent un boulot à temps partiel et qui sont capables de se payer leur propre cellulaire et de payer l'abonnement tous les mois, surtout quand il y a des dépassements de coûts parce que les affaires de données puis de ci, parce qu'ils sont pas foutus de se brancher sur le Wi-Fi. Je parle pour une amie à moi. Je veux dire, si à ce moment-là, ils vont pouvoir me dire mon cellulaire, mon choix. Sinon, et c'est des enfants gâtés qui sont très contents d'avoir le cellulaire payé par papa, maman, qui doivent travailler fort pour payer le cellulaire. Alors moi, ce slogan-là, il passe pas du tout, là. Mon cellulaire, mon choix, là. Ma tante Sophie aime pas ça. Non, puis tu as raison de parler des parents. Les parents, ils sont où en ce moment? Il y en a qui défendent leurs enfants. Non. Ben oui, en 2012 aussi, il y en avait qui descendaient dans la rue avec des casseroles. Rémi Villemur, merci. Cybèle Olivier, merci. Et je veux remercier aussi mon collègue Fred Bastien, gestionnaire de contenu. On se retrouve... Cube.